J'avais 17 ans quand je me suis cassé la jambe pendant les finales régionales d'athlétisme. Ce n'était pas juste une entorse ou une foulure, c'était une fracture complète, un craquement net entendu à travers tout le terrain alors que je tombais au sol, hurlant dans un mélange de douleur et de panique. Le trajet en ambulance était un brouillard de sirènes, de larmes et de confusion engourdie. Je m'étais entraîné pour cette course toute l'année. C'était censé être mon billet d'or pour une bourse d'études complète. Des recruteurs étaient là, des entraîneurs, des caméras, mais tout ce qu'ils ont vu, c'est une civière m'emportant loin de la ligne d'arrivée que je n'ai jamais atteinte. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai demandé mes parents, encore et encore. J'avais froid, peur, mal, et je voulais juste voir un visage familier. Je les imaginais débouler en panique par les portes des urgences, me serrant dans leurs bras en disant « Nous sommes là, on s'occupe de toi ». Mais personne n'est venu. À la place, une infirmière nommée Kelsey m'a tenu la main pendant qu'il remettait ma jambe en place et insérait la tige métallique. Je dérivais entre l'anesthésie et la conscience, rêvant à moitié que ma mère me recoiffait ou que mon père faisait les 100 pas dans le couloir. Mais quand je me suis complètement réveillée, tout ce que j'avais, c'était un message vocal. « Salut ma chérie », gazouillait la voix de ma mère. « On ne pourra pas venir à l'hôpital. La journée d'orientation de ta sœur à l'université a été avancée, eh bien, elle est nerveuse et c'est très important. Je suis sûre que tu iras bien, tu as toujours été forte. On t'aime. » C'était tout. Pas de visite, pas de fleurs, pas de « c'est grave », même pas une photo de mon chien pour me remonter le moral. Ma sœur, Émilie, avait toujours été l'enfant en or, que des rubans de concours de beauté, la fille qui a eu une voiture à 16 ans juste pour être au tableau d'honneur. Je ne la détestais pas, je l'admirais. Mais je m'étais toujours sentie comme le second rôle, celle à qui on pense après coup. L'accident l'a confirmé. Ils n'ont même rien posté à ce sujet sur les réseaux sociaux. Pas de « priez pour notre fille », pas de photo de bracelet d'hôpital, pas de légende avec un emoji de soutien. Mais pour l'orientation d'Émilie, il y avait des photos d'elle souriant avec son plan du campus, sa nouvelle chambre d'étudiante, et une légende qui disait « Si fière de notre fille, prochaine étape, la grandeur ». Et moi? J'ai été en béquille pendant 4 mois et invisible tout ce temps. Ils m'ont laissé aux soins de ma voisine âgée, Madame Dubois, qui me faisait du thé, m'aidait à aller aux toilettes et à même payer pour un kinésithérapeute à domicile quand mon assurance ne voulait pas le couvrir. J'ai appelé mes parents une fois, espérant qu'ils réaliseraient enfin à quel point c'était sérieux. Mon père a décroché. « On passera te voir quand on rentrera du campus. Tu vas bien, n'est-ce pas ?» Le silence qui a suivi m'a fait douter de ma propre douleur. J'ai arrêté d'appeler après ça. À la place, j'ai tout écrit dans un journal, chaque douleur, chaque séance de thérapie, chaque étape que j'ai franchie sans eux. J'ai noté ce que ça faisait d'aller seule à mes rendez-vous médicaux, de demander à une inconnue de m'aider à me doucher, de boiter jusqu'à la boîte aux lettres toute seule juste pour me sentir un peu plus vivante. Mais quelque chose en moi s'est aussi brisé ce jour-là sur la piste, et ce n'était pas seulement ma jambe. C'était la croyance que l'amour et le soutien de ma famille étaient inconditionnels. Car, de toute évidence, ils étaient très, très conditionnels. Un jour, j'ai ouvert la lettre d'acceptation d'une université d'État locale. Ils avaient un excellent programme de kinésiologie, ironiquement alimenté par ma nouvelle obsession pour la science de la rééducation. Je voulais comprendre le corps, le maîtriser, me reconstruire. Et j'étais déterminée à traverser ma propre scène, diplôme en main, sans avoir besoin de qui que ce soit pour m'acclamer. Quand je l'ai dit à mes parents, la réponse de ma mère a été « C'est gentil. Peut-être que tu pourras être transféré dans l'école d'Émilie plus tard. » Ils ne savaient pas que j'avais déjà décliné cette offre. Je ne voulais plus marcher dans son ombre. Je voulais tracer mon propre chemin, pas après pas, douloureusement. L'université n'a pas été glamour pour moi. Pendant qu'Émilie postait des selfies avec ses sœurs de sororité en crop top pastel, je travaillais de nuit dans un bar à smoothie, je faisais de la kiné sur le campus le jour et j'étudiais tard dans la soirée avec un coussin chauffant enroulé autour de ma jambe encore douloureuse. Mon dortoir était partagé avec 3 inconnus et sentait les vieilles chaussettes et les nouilles ramen, mais il était à moi. Et je ne perdais plus une seconde à essayer d'être remarquée.
La douleur que j'avais portée depuis la chute, depuis le silence, depuis les cartes d'anniversaire qui ne sont jamais venues, a lentement commencé à se transformer. Elle n'a pas disparu, mais elle a changé de forme. Elle est devenue un carburant. J'ai pris cette jambe cassée et j'en ai fait ma boussole. J'ai commencé à étudier le mouvement humain, en me spécialisant dans la rééducation post-traumatique. J'ai rédigé un mémoire de recherche sur la négligence dans la convalescence et j'ai utilisé ma propre expérience comme étude de cas silencieuse. Ma professeure a pleuré en le lisant. Elle l'a nominé pour un prix national de premier cycle. 2 ans plus tard, je le présentais à une conférence à Chicago. La foule a applaudi. Je me suis sentie puissante, non pas parce qu'on me remarquait, mais parce que j'avais bâti quelque chose qui valait la peine d'être remarqué. Pendant ce temps, les publications Instagram d'Emily ont commencé à changer de ton. Fini le soleil et la sororité, place à des légendes vagues comme « apprendre qui sont les vrais » et « ne faire confiance à personne ». La rumeur disait qu'elle avait abandonné ses études, quelque chose à propos de ne pas avoir été acceptée dans le programme qu'elle voulait et de s'être disputée avec sa colocataire. À la maison, la dynamique a aussi commencé à changer. Mes parents ne m'ont pas contacté, pas avant que je ne sois sur la liste du doyen pour le 4e semestre consécutif et qu'un cousin ne le mentionne dans le groupe de discussion familiale. Alors, soudainement, ma mère m'a envoyé un message « Ouah, pourquoi tu ne nous l'as pas dit, ma chérie ?» J'ai fixé l'écran, riant à moitié, parce que je le leur avais dit. C'est juste qu'ils n'écoutaient pas à l'époque. J'ai répondu avec une capture d'écran de leur ancien message vocal, celui où l'orientation d'Emily était si importante. Pas de réponse. Cet été-là, j'ai fait un stage dans un grand centre de rééducation. J'ai travaillé avec des patients victimes d'AVC, des athlètes, même un homme qui avait perdu ses 2 jambes dans un accident et qui apprenait à marcher avec des prothèses. J'ai trouvé la paix dans ce travail, un sens dans la douleur. Je n'étais plus seulement en train de guérir, j'aidais les autres à guérir. Cet automne-là, Emily est retournée vivre à la maison. Mes parents n'ont jamais expliqué pourquoi, mais ses réseaux sociaux sont devenus silencieux. Tout ce que je savais, c'est qu'elle n'était plus la star du campus. J'ai reçu un message d'elle une fois, une seule phrase, « Comment as-tu fait pour continuer ?» Je n'ai pas répondu. Pas encore. À la place, j'ai continué à construire. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, j'ai postulé à des bourses et j'ai été acceptée dans l'un des meilleurs programmes de doctorat en kinésithérapie de l'État. Mon projet de fin d'études. Un système de soins de rééducation abordable pour les communautés mal desservies, basé sur celui que j'avais dû concevoir pour moi-même quand mes parents m'avaient laissé seule avec un fémur fracturé. À 24 ans, j'avais lancé une start-up avec 2 collègues. C'était un système de clinique mobile, un moyen d'apporter des ressources de rééducation dans les zones rurales. Mon nom était imprimé sur les communiqués de presse, j'étais invité à des podcasts, on m'a même demandé de faire une conférence TEDx. Et pendant tout ce temps, mes parents sont restés silencieux. Jusqu'au jour où ma start-up a eu un article dans un grand magazine de bien-être. Le titre disait « De l'abandonner à la militante, comment une jeune femme a transformé la douleur en raison d'être ». Ils l'ont posté sur leur Facebook le jour même. Légende, fière de notre fille qui a toujours été forte. Je n'ai rien ressenti. Ni rage, ni tristesse. Juste de la distance, comme regarder des étrangers posés sur une photo qui ne vous inclut pas. Mais c'est alors qu'est venu le rebondissement, la chose à laquelle je ne m'attendais pas. Emily a postulé pour un emploi dans mon entreprise. Elle ne savait pas que c'était la mienne. La candidature est arrivée comme n'importe quel autre, même nom de famille, mais j'ai supposé que c'était une coïncidence. Jusqu'à ce que je voie la lettre de motivation, je suis passionnée par le soutien à la rééducation dans les communautés sous-représentées et je cherche une seconde chance de faire quelque chose qui a du sens. Ça m'a frappé de plein fouet. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que l'univers m'avait tendu un miroir. Ce que j'allais faire ensuite définirait non seulement son histoire, mais aussi la mienne. Je l'ai convoquée pour un entretien. Elle est arrivée, l'air fatigué, plus petite en quelque sorte. Pas physiquement, juste dans sa présence. La lumière était plus faible. Elle ne m'a pas reconnue au début. Pas avant que j'entre dans la salle de conférence et que je prononce son nom. Son visage a pâli.
Tu es la PDG, a-t-elle demandé, à peine audible. Je suis la fondatrice, ai-je dit. Je l'ai construite après l'accident. Tu te souviens? Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de l'humilier. La vie s'en était déjà chargée. Tout ce que j'avais à faire, c'était de décider quel genre de personne j'allais être avec le pouvoir que j'avais gagné. Et j'avais déjà fait ce choix il y a des années, avec mon tout premier pas sur une jambe en guérison, dans une pièce silencieuse remplie de chaises vides. J'ai donné le poste à Émilie. Non pas par pitié, mais parce que je croyais en la croissance. Pas seulement la sienne, mais la mienne. Elle a commencé tout en bas, comme moi. Elle prenait les appels, suivait les thérapeutes, apprenait avec humilité. Et à son crédit, elle n'a pas bronché. Ni quand elle a dû nettoyer le matériel, ni quand les patients l'ignoraient, ni même quand notre personnel a célébré mon anniversaire avec un gâteau et qu'elle est restée tranquillement dans un coin, réalisant ce que cela fait d'être oubliée. Un après-midi, alors que nous rangions après une clinique mobile dans une petite ville, elle s'est assise à côté de moi dans la camionnette, silencieuse pendant un long moment avant de murmurer « J'aurais dû être là quand tu es tombé. Je suis désolée. » Je n'ai pas répondu, pas avec des mots. Je lui ai tendu une photo. C'était la radiographie de mon fémur brisé, avec une note collée dessus qui disait « Parfois, les pires fractures mènent aux fondations les plus solides. » Elle l'a fixé longuement, puis a hoché la tête. Les mois ont passé. Nous n'étions pas amis, nous n'étions pas proches, mais nous n'étions plus des ennemis. Nous sommes devenus quelque chose de plus rare, des personnes qui s'étaient vues au pire de leur forme et qui continuaient de se présenter chaque matin pour essayer à nouveau. Le rebondissement final, notre entreprise a reçu une subvention gouvernementale, suffisante pour s'étendre à l'échelle nationale. On m'a demandé de diriger un débat télévisé. Lorsque le présentateur m'a présenté en direct comme « la fondatrice qui a transformé son abandon en héritage », la caméra a fait un panoramique et a surpris mes parents qui regardaient depuis la foule. Ils se sont levés, applaudissant maladroitement, leur fierté visible mais creuse, parce qu'ils savaient que je n'avais pas seulement remarché. Je les avais dépassés. Et je n'ai jamais regardé en arrière.